Bonsoir à toutes et à tous, dernière émission de la saison, dernière émission de Quelle comédie. Donc ce soir, exceptionnellement, Andrea Villechange est devant moi et pas devant la caméra et pas derrière la caméra. Bonsoir Andrea. Bonsoir. Et bonsoir Arthur Lenoir, le célèbre Arthur Lenoir. Voici donc Arthur et Andrea qui sont avec moi pour présenter écoutez, ce qui va suivre, c'est-à-dire une réalisation de Clément Gobert, qui est notre réalisateur des théâtres à la table et qui met en image ce qui vous attend l'année prochaine à la Comédie Française, ou en tout cas une partie des spectacles qui seront repris, qui seront produits, et puis quelques nouveautés numériques. Voilà, bon été à tous et à toutes, et merci de votre fidélité. Merci. À bientôt. Thérèse Perrault, la chef de service du service décoration, la responsable de l'équipe. Nous sommes 8 personnes à réaliser les décors en peinture, sculpture, pour toutes les pièces de la salle Richelieu et du studio. On a réalisé là pour le Roi Lear les bruyères. Tout a été fait à la main. Il y a des romarins. Il y a au moins 3000 bruyères et romarins. Moi, je suis peintre déco. D'accord. Enfin, on fait la peinture, la sculpture. Chaque décor, c'est une particularité. Donc, il y a toujours les particularités. Elles font partie du métier, en fait. Les plantes vont être recouvertes, en plus certaines sommités des plantes vont être recouvertes d'une peinture phosphorescente, normalement. Parce que ça va être éclairé par une lumière noire, donc dans le noir, ça va scintiller un petit peu. Ça fait un très bel effet à la Beauprobe, on va le réaliser. Là, elle n'est pas encore passée, la peinture phospho et fluorescente. Ouais. Il y a la salle de prémontage. Là, on a installé le décor, parce que la scénographe va venir pour voir si nous sommes bien dans l'idée qu'elle nous avait donnée, bien conforme à son souhait. Les décors sont en alternance, donc il faut que les décors soient démontés tous les soirs. Oui, c'est ça. C'est un peu un paysage lunaire, une lande et un peu lunaire. Non, ici nous n'avons pas la lumière qui est du théâtre, donc il faut adapter les couleurs. Alors on peut marcher dessus, on peut se déplacer. Donc, normalement, dans les bruyères, il y a énormément de bruyères, déjà 3000 en tout à peindre, c'est énorme. Après, il faut pouvoir le gérer dans le stockage. On n'a pas pu planter sur toute la surface, c'était impossible. Et puis, il faut des passages de circulation pour que les comédiens puissent circuler sans trop marcher sur les bruyères, sans trop les abîmer. Bon, normalement, pour construire un décor, il y a 2 mois de travail. Dans la construction en menuiserie, serrurerie, déco et tapisserie. 2 mois de travail, mais là, on était très nombreux. Très nombreux pour peindre surtout toutes les bruyères. Peut-être presque 3 semaines de travail, au moins à 4 personnes. Ça va être livré en début juillet, le 4 et 5, pour pouvoir répéter pendant 1 mois. Les comédiens vont répéter au plateau pendant 1 mois avec ce décor. Ça part d'une maquette qui est au 33e, qui a été réalisée par le scénographe. Et après ça, ça passe au bureau d'études. Et à partir de ce moment-là, il y a un plan qui est fait pour adapter la maquette à la salle Richelieu. Bonjour, donc je suis Cyril Thébault, responsable du bureau d'études à la Comédie Française. Notre travail consiste à recevoir une maquette de l'équipe artistique et avec les contraintes de l'alternance de les mettre en plan
et de faire la conception en fait du décor pour qu'il aille à Richelieu avec toutes les contraintes de l'alternance. L'alternance à Richelieu, c'est quelque chose de très spécifique, c'est qu'en fait tous les jours on a un spectacle différent et on a aussi souvent une répétition l'après-midi du prochain décor. Donc en fait on a 2 démontages par jour et 2 montages par jour. Les décors qui sont portés pour une partie à la main et l'autre partie par les cintres doivent être construits de façon légère, solide et durer dans le temps, puisque ça peut être repris sur plusieurs années. Donc tout notre travail consiste à essayer de régler ces problèmes de poids, de solidité et aussi de contraintes de rangement, puisque comme il y a 5 décors toujours dans la cage de scène en même temps, on est obligé de prévoir souvent plusieurs types de rangement en fonction des décors qui vont être ensemble, puisqu'on ne peut pas prévoir ce qu'il va y avoir comme décor l'année d'après. Donc c'est ce qui nous prend 90% de notre temps en fait. Donc là on a le décor du Roi Lear. Donc au premier abord, c'est pas un très gros décor, puisqu'on a juste une petite butte avec au lointain des tuiles sur lesquels va être vidéo-projeté des images. Mais à l'arrivée, le problème, c'est que tout ça, c'est démonté tous les jours. Nous, on a divisé ces éléments par plusieurs morceaux. Il y en a qui vont dans les dessous, il y en a qui vont être rangés à chaque fois. On avait ce petit problème-là, c'est que ici, il y avait beaucoup de volumétrie. Donc en fait, on a divisé en 3 morceaux. Ces 3 morceaux vont être rangés directement avec la végétation dessus, vont être directement rangés dans les dessous en fait. Et pour les décos, je dirais que pour les décos, la difficulté, ça a été qu'ils ont quand même repeint 4000 ou 5000 pieds de plantes, une par une, pour les mettre à la couleur du souhait de l'artistique. Donc ils ont passé quand même quasiment, je crois, 1 mois et demi à 4 ou 5 à repeindre tout ça, quoi. On a le plus vieux décor là qu'on fait encore cette année, c'est Cyrano, qui date de 2007 quoi. Donc c'est le plus vieux. Hein. On a les maquettes de Richelieu, on a les maquettes aussi du studio et on a une partie des maquettes du Vieux Colombier aussi. On a la plupart de nos décors là, qui restent là, voilà. Ça fait au moins 4 ou 5 ans un décor en tout cas, au minimum. C'est au moins repris 2 ou 3 fois, quoi. On est vitré aussi sur le dessus, donc on peut s'amuser à faire un peu d'éclairagiste. Là on a le Misanthrope par exemple qui est encore en cours. Les maquettes d'Éric Ruff sont toujours très... c'est assez léché à chaque fois. Et souvent il y en a pour tous les corps de métier. Tout le monde travaille. Claude Mathieu, Victor Hugo, Les Contemplations. Autrefois. Un jour je vis debout au bord des flots mouvants. Un jour je vis debout au bord des flots mouvants, passer gonflant ses voiles un rapide navire enveloppé de vent, de vagues et d'étoiles. Et j'entendis pencher sur l'abîme des cieux que l'autre abîme touche, me parler à l'oreille une voix dont mes yeux ne voyaient pas la bouche. Poète, tu fais bien. Poète au triste front, tu rêves près des ondes et tu tires des mers bien des choses qui sont sous les vagues profondes. La mer, c'est le Seigneur, que misère ou bonheur tout destin montre et nomme. Le vent, c'est le Seigneur. L'astre, c'est le Seigneur. Le navire, c'est l'homme. Juin 1839. J'avais travaillé avec Juliette Eman sur Rien ne s'oppose à la nuit il y a quelques années pour la radio. Et j'avais totalement flashé sur ce livre. Et je ne suis pas la seule parce qu'à chaque fois que je parle de ce projet,
énormément de personnes en parlent, parce que c'est une bombe quand même, ce livre. Et puis j'avais rencontré Delphine de Vigan à cette occasion de cette émission de radio. On avait fait une adaptation du texte à la radio, radiophonique. Et puis c'était dans un petit coin de ma tête où je me disais, si un jour j'avais un projet un peu personnel, ce serait sur ce texte-là. Le thème de la mer, enfin voilà, c'était des choses qui m'importaient beaucoup. Et puis là, ça s'est goupillé. Il y a eu un concours de circonstances qui fait que j'ai eu cette idée de solo en fait autour de ce texte. Et puis j'ai appelé Delphine, qui, je le sais, refuse beaucoup de choses sur ce texte parce que c'est tellement personnel, c'est tellement lié à sa famille. Et puis j'ai proposé à Fabien Gorjard, que j'avais rencontré aussi et qui m'avait dit un jour si j'avais envie de travailler quelque chose, un projet, que je fasse appel à lui, qu'il avait très envie de travailler avec moi et tout ça. Donc en fait, j'ai réuni ces deux élans et puis les deux m'ont dit oui et puis on s'est lancé dans l'adaptation avec Delphine de Vigan. Et on commence les répétitions. Voilà, on va s'y mettre. Donc il a fallu un petit peu cibler quel moment de cette histoire on avait envie de mettre en valeur, et on est parti sur le démarrage en fait. On se lance sur l'enfance de la mère, et puis on a travaillé d'une manière tellement souple et tellement en connivence en fait, et avec beaucoup de respect, où c'était aussi lui faire comprendre que, et je pense qu'elle l'a senti assez vite, que j'étais pas là pour comment dire, c'est comment respecter son écriture, comment être parce que finalement je vais incarner sa parole, je deviens elle, et en fait il y a une espèce de confiance mutuelle qui s'est tissée, et puis qui va nous faire, j'espère, que grandir. Il faut des éléments tout simples qui puissent peut-être donner un rythme, ou on va travailler aussi sur des sons, ou sur la lumière aussi. Il va y avoir un travail de lumière, je pense. C'est un petit peu ça qu'on a échangé avec Fabien, et voir un petit peu comment entre les moments de fiction, les moments d'adresse pure, les confidences, voilà, trouver les variations rythmiques et visuelles de ça, mais ce sera une mise en scène toute simple, je pense. Ce qui m'a bouleversée, moi, c'est la lumière, et c'est la quête de vie, et de s'affranchir en fait de tout ce qui nous accompagne en fait, de nos familles. Dans cette quête de vérité, dans cette recherche qu'elle fait sur sa mère, c'est une envie de se libérer d'elle-même et des fantômes familiaux, et de tout cet héritage qui parfois nous englue. Mais c'est cette phrase de Soulages qu'on mettra, qui démarre le spectacle. Je ne sais pas encore sous quelle forme ça va apparaître dans le spectacle, mais c'est cette citation qu'elle met au début de son livre. C'est Pierre Soulages qui dit « Un jour je peignais, le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste, sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière, et du sombre émanait une clarté, une lumière picturale, dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir. » Rien que le travail, les répétitions, de savoir que je suis seule, moi je suis habituée, enfin j'aime énormément le collectif en fait, j'adore jouer avec les autres, donc après moi ce texte-là, j'y tiens tellement que je mesure le voyage, mais je voyage déjà en fait depuis l'adaptation avec Delphine, mais je sais très bien le voyage que je vais faire, enfin, et puis ça va être, je pense, enfin moi comment dire, ça m'émeut déjà en fait. Je suis assez bouleversée du trio là qui se constitue avec Fabien et Delphine, et puis après on verra, mais c'est vrai que je suis un petit peu intimidée par rapport à cet exercice, ça c'est sûr. J'ai pas de repère quoi. Il m'est égal à qui paraître lion en cage, devant quels gens, et
De quel milieu humain être expulsé immanquablement? Mais d'où je viens? Et qui je suis? Je ne sais pas. Il y avait un homme à la cuisine. Il a dit que la cerisier avait été vendue ce matin. Moi, je suis née ici. C'est ici qu'ont vécu mon père et ma mère. Avant, à nos balles, il y avait des généraux, des barons, des amiraux. Maintenant, on envoie chercher le receveur des postes et le chef de gare. Soyez assez bonne de me laisser vous demander quelque chose. Si vous retournez à Paris, prenez-moi avec vous. Mais viens. Prends ça. Il y a des anchois, des harengs de perche. J'ai perdu l'argent. Où est l'argent? Vous êtes, tu m'as dit, comme une fleur. L'inculture. On nous a pas laissé tranquille de tout l'été, Agnès et moi. On avait peur que nous lions un roman. Est-ce que ça l'arrive? Je ne comprends rien, c'est ça. Je vous regarde vous exprimer de manière délicate. Allez, où sort d'ici dehors? En mesure! Oh! La musique! Vous a dépouillé. Il ne faut pas dire ça. Mais je suis une canaille. Je l'aime. Il m'embête, le vieux. Il serait temps que tu crèves. Qu'il ait été ou non vendu aujourd'hui, le domaine, quelle importance? J'en ai fini de lui depuis longtemps. C'est vrai que dans la tournure, vous avez quelque chose du cheval. Et quoi? Le cheval, c'est une bonne bête. Ça se vend, un cheval. À la suite du travail que j'ai initié sur Alfred de Musset, que j'ai eu idée de découvrir quelle était la parole de celle qui est en face de celui dans Il et Elle, Musset et Sand. Et en fait, j'ai découvert ce texte de Gabriel et j'ai été subjugué par la force du propos et la pertinence et l'actualité. Et je me suis dit mais que c'était passionnant de pouvoir imaginer un diptyque. C'est le 22, c'est le vendredi. Donc la dernière répétition, oui, le 22. Et puis on se retrouvera ici 1er septembre, quelques jours, pendant le temps du montage. On aura juste à se rafraîchir un peu la mémoire, histoire d'arriver dans le décor et de pouvoir... on saura le texte le 1er septembre. Il y a des chances que ce soit plutôt pas mal en fait pour nous. J'ai rencontré Aurélien Marpadis également pour travailler sur Badine. Et puis on n'a pas pu travailler in fine ensemble, mais on avait imaginé faire ce diptyque tous les deux. Du coup, oui, avec Aurélien, on s'est lancé dans l'adaptation de l'œuvre avec... La licence que George Sand nous donne, elle écrit à son dramaturge à l'époque en disant je veux absolument que Gabriel soit mis sur le théâtre, et elle n'y est pas parvenue de son vivant. Donc on s'est emparé de cette lettre écrite à son dramaturge en disant on a toute la matière pour pouvoir inventer notre objet et partir de son écriture sans la dénoncer, sans la trahir, on l'espère en tout cas, et puis, mais en tout cas bâtir un projet qui puisse être représenté. C'est que vous lancez les bases. Donc le principe de l'espace, c'est cette ligne de vie en acier. Une ligne faite d'acier, une section carrée de 7 cm qui part du public, qui monte en bord scène. Et donc cette ligne traverse l'ardoise, monte sur le praticable, et c'est une seule ligne qui dessine tout l'espace. Donc là, vous avez que les verticales. Les endroits où les tasseaux sont vissés dans le sol, c'est des endroits où physiquement vous risquez de vous prendre les pieds, voilà, donc pour vous habituer tout de suite. J'ai toujours été subjugué par des femmes de caractère. Je le disais déjà pour Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée et notre marquise. Là, on a une héroïne qui est incroyable et qui a une parole que j'ai envie de présenter, de mettre en avant. Et je le dis modestement, dans ce combat féministe pour l'égalité femmes et hommes, j'ai cette envie de porter un manifeste singulier sur cette parole-là que propose Gabriel.
Bah, tu parlais des costumes, non? Ah, les costumes, ils sont là. Bravo, merci Anne. Différentes maquettes dont vous aviez sans doute déjà vu des images et comment raconter quelque chose de contemporain, parce que cette tension entre le 19e et aujourd'hui m'intéresse bien évidemment aussi. Sans être dans une contemporanéité immédiate. Il y a beaucoup de costumes pour Gabriel. En fait, il n'y a que des costumes pour Gabriel. Il n'y a pas de costume. En fait, Non, mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a que des costumes pour Gabriel, là. Ouais. On voit que des costumes de Gabriel. Parce qu'il y en a Gabriel. Il y en a beaucoup. C'est une grosse production. Marc, c'est moi. Tu vois, il y a mon costume. Ouais, très bien. Gabriel qui découvre cette bombe, ce secret, cette éducation qu'on lui a inculqué d'être un garçon, et à son insu, quand elle découvre qu'elle est une femme, elle va désirer chercher l'héritier légitime qui est son cousin, qui aurait dû prétendre à tout ce qu'elle a eu, elle, par ce secret imaginé par son grand-père, le prince Jules de Bramante, et en partant de cet espace clos, de cet exil dans lequel elle a été élevée sans pouvoir rencontrer les autres, elle va tout bonnement se confronter à la réalité du monde, et elle va rester un être totalement hybride, coincé entre deux identités, entre sa masculinité d'éducation et la féminité de sa nature sexuelle, et ça va être bien compliqué pour elle. On a cette phrase qui est issue d'un texte de Alexandre Dumas fils. Le texte est absolument atroce parce que je l'ai lu entièrement, il est misogyne à fond. Mais il y a une phrase incroyable puisqu'il dit justement les féministes, alors il paraît que ce serait lui qui aurait utilisé ce mot-là en premier. Il dit, les féministes disent tout le mal vient du fait qu'on ne veut pas reconnaître que la femme est l'égale de l'homme. Alors cette phrase, moi, elle m'interpelle très fort. Elle continue en disant qu'ils n'ont pas le droit à la même éducation. George Sand écrit une fable qui se passe, quand elle écrit ça, au XIXe siècle, en 1839. La pièce se situe à la Renaissance italienne. Volontairement, elle déconnecte de la réalité ce qu'elle est en train d'écrire, et ce côté fable, on a voulu s'en emparer et ne pas travailler dans une ultra-contemporanéité, ni non plus dans une période qui serait celle de Sand, ou ni même, ça je l'ai dès le départ réfuté, d'aller travailler dans la Renaissance italienne. On a donc imaginé, à la fois en scénographie et en costume, de travailler dans une réalité qui ne l'était pas complètement. Que donc dans tout ça, il y aura des projections. Pour nous indiquer un petit peu là où nous nous trouvons. Le texte qu'on voit, c'est projeté. C'est à projeter sur nos dépolis, c'est dans le rêve, c'est dans l'idée, il faut voir comment ça fonctionne. Ce qui est passionnant dans l'écriture de Sand et de Musset, c'est à quel point elles se répondent. Les pièces, les textes se répondent. On a là en 1839 des pans entiers de Gabriel qui sont une résonance très forte à leur relation passionnelle et folle qu'ils ont pu avoir ensemble. Et c'est dans un tas de ces romans, on retrouve ça. On a travaillé l'escrime. Ouais. C'est autant spectaculaire qu'on sera en capacité de le faire, mais c'est vrai que c'est dans leur interprétation et dans leur tension que la chose se vérifiera plus que sur un... Et l'espace pour le faire avec ces... Oui, il n'y a pas beaucoup, donc il faudra jouer avec ça. Mais vous avez sauté de fauteuil en fauteuil, ça soit sur les gens. Petit à petit, on viendra prendre sa place comme sur un jeu d'échecs, en fait, comme un échiquier, où il faudra que tout puisse fonctionner ensemble, que le combat ait lieu en même temps que la discussion entre vous deux, et de voir comment tout ça puisse... 2 arrêts pour le combat. Ouais. Ah oui, c'est ça, oui. Les scènes sont mêlées entre les deux, ouais, c'est ça. C'est super cool. Tu disais. Il y a un combat de dire... combat pour l'égalité femmes-hommes, si modestement on peut apporter cette chose où chacun introspectivement se sent responsable, concerné, ce serait formidable.
avec un challenge incroyable qui est que la pièce initiale de George Sand dure 6-7 heures, on traverse des lieux multiples, dingues, on traverse toute l'Italie. Comment on fait pour que théâtralement ce soit possible dans un espace en étant dans l'économie et dans l'économie de lieux, de décors et pouvoir donner toute la force au texte et aux acteurs dans leur jeu. La Loreley, Agent Sève. À Bacharach, il y avait une sorcière blonde qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la ronde. Devant son tribunal, l'évêque la fit citer. D'avance, il l'absolvit à cause de sa beauté. Ô belle Loreley, aux yeux pleins de pierreries, de quel magicien tiens-tu ta sorcellerie? Je suis lasse de vivre et mes yeux sont maudits. Ceux qui m'ont regardé, évêque, en ont péri. Mes yeux, ce sont des flammes et non des pierreries. Jetez, jetez aux flammes cette sorcellerie. Je flambe dans ces flammes, ô belle Loreley. Qu'un autre te condamne, tu m'as ensorcelé. Évêque, que vous riez, priez plutôt pour moi la Vierge. Faites-moi donc mourir et que Dieu vous protège. Mon amant est parti pour un pays lointain. Faites-moi donc mourir puisque je n'aime rien. Mon cœur me fait si mal, il faut bien que je meure. Si je me regardais, il faudrait que j'en meure. Mon cœur me fait si mal depuis qu'il n'est plus là. Mon cœur me fit si mal du jour où il s'en alla. L'évêque fit venir 3 chevaliers avec leurs lances. Menez jusqu'au couvent cette femme en démence. Va-t'en, Laure en folie, va, Laure aux yeux tremblants. Tu seras une nonne vêtue de noir et blanc. Puis ils s'en allèrent sur la route, tous les 4. La Loreley les implorait, et ses yeux brillaient comme des astres. « Chevalier, laissez-moi monter sur ce rocher si haut pour voir une fois encore mon beau château, pour me mirer une fois encore dans le fleuve, puis j'irai au couvent des vierges et des veuves. » Là-haut, le vent tordait ses cheveux déroulés. Les chevaliers criaient « Loreley, Loreley !» Tout là-bas sur le Rhin s'en vient une nacelle, et mon amant s'y tient, il m'a vu, il m'appelle, mon cœur devient si doux, c'est mon amant qui vient. Elle se penche alors et tombe dans le Rhin, pour avoir vu dans l'eau la belle Loreley, ses yeux couleur du Rhin, ses cheveux de soleil. Excusez-moi, mais on n'est pas prêt là. Non, Jean-Baptiste, on n'est pas prêt. Regarde, regarde. Nous ne sommes pas loin. Non, nous ne sommes pas loin. Ah non, attends, les enfants ont faim, il faut qu'ils mangent avant qu'on aille jouer. Alors c'est Eric Ruff qui m'a proposé de participer à la saison Molière pour le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Il m'a dit, voilà, il m'a un petit peu parlé de l'école des femmes, la critique de l'école des femmes et l'impromptu de Versailles. Moi, j'ai dit que je me sentais pas de m'attaquer à une pièce de Molière. Il m'a dit de réfléchir à ce triptyque et de parler de la troupe, de la communauté, de l'organisation plus intestine de la troupe qui pouvait aussi faire écho avec la troupe, comment elle fonctionnait aujourd'hui à la Comédie Française. De qu'est-ce que c'est que faire ce métier ensemble, qu'est-ce que c'est de rester dans une troupe permanente, qu'est-ce que c'est que le bien collectif, les individus. C'est aussi des questions qui ont traversé toute ma carrière en tant que compagnie et aussi qui continuent à agiter maintenant que je suis à la direction d'un théâtre à mon tour. Je fais quand même une sorte de faux documentaire sur la troupe du XVIIe siècle. Donc ce qu'on verra, c'est les acteurs et les actrices de Molière, les hommes et les femmes qui ont constitué sa troupe en 1663.
Mais en fait, il y a très peu d'archives sur comment vivait cette troupe. Il y a de toute façon très peu d'archives en général sur Molière, puisque toute sa correspondance a disparu. On possède extrêmement peu de choses. Je commence par le point qui, vous vous en doutez, est le plus pressant, qui concerne la sécurité pendant les représentations de l'école des femmes. Une étrange chose quand même, que les critiques condamnent toujours les pièces où tout le monde court et ne disent du bien que de celles où personne ne va. Circé! Dans ces 3 pièces, qui sont une déclinaison, puisqu'il y a l'école des femmes, et il répond aux critiques par une pièce, la critique de l'école des femmes, et il répond à la critique de la critique par l'impromptu de Versailles. Donc déjà, il y a une sorte de métathéâtre que lui-même, Molière, porte à son époque, ce qui est d'une modernité dingue, et de se dire quels sont en fait les thèmes à l'intérieur de cette œuvre-là. Et ben, les thèmes, c'est comment on réagit à la critique. Est-ce que quand on fait un succès, finalement, est-ce qu'on est sûr de porter une bonne pièce lorsque celle-ci a une forme nouvelle? On a essayé de voir quels thèmes à l'intérieur pouvaient être encore totalement d'actualité aujourd'hui, et plutôt que de les faire porter par des ridicules, de se dire que ces thèmes-là étaient nés comme une genèse entre les acteurs, entre eux, qui traversent cette querelle de l'école des femmes, donc qui agite tout Paris. Comment ces acteurs-là ont dû se poser la question quand même de qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi on se fait applaudir autant et huer en même temps, qu'est-ce qui déchaîne comme ça ces réactions extrêmes, et qui aurait peut-être donné l'idée à Molière d'en faire lui-même une pièce, une farce, qu'il aurait lui-même déguisée avec des personnages fictionnels. Il y a quand même une grande différence entre les comédies et la beauté des cas sérieuses. Ça devrait te réjouir, madame. Me réjouir de voir ma fille faire la saltimbanque et d'être enterrée dans la fosse commune, ça me faire me réjouir. Moi, je n'inventerai pas mon texte. Jean-Baptiste, tu veux que je te dise, t'aurais dû écrire une pièce, t'aurais joué tout seul. Le roi veut voir la pièce cet après-midi. L'écueil pour moi, en tout cas moi, ce que je ne voulais absolument pas faire, c'était un biopic, une saga, quelque chose de trop spectaculaire où on verrait le best-of des meilleurs moments de la troupe qui ont donné les grands moments qui sont restés dans l'histoire. Plutôt de se dire de les prendre à un moment d'inconscience. D'ailleurs, 1663, c'est l'école des femmes, c'est leur premier très grand succès à Paris, mais aucun des hommes et des femmes qui constituaient la troupe à ce moment-là ne savait que cette pièce allait traverser les siècles et être jouée dans le monde entier. Donc je les prends aussi à un moment d'inconscience où ils cohabitent. On s'est posé la question avec Éric Ruff, avec qui je signe la scénographie, d'où mettre l'action. Alors au début, notre réaction, ça a été au Théâtre du Palais Royal. Et on s'est dit, mais non, parce que ça va être très volontaire que la troupe vienne toujours sur scène pour vivre des moments du quotidien. Je veux dire, ça n'arrive pas d'avoir un couple qui se retrouve la nuit sur le plateau de théâtre. Enfin, tout ça aurait été une sorte d'énorme fantasme de notre part. Du coup, on s'est dit, mais tiens, traversons la rue, allons vers leur colocation qui est en face du théâtre du Palais Royal. Et cette espèce d'auberge espagnole qu'habitaient les uns et les autres, que régissait Madeleine Béjart, au même titre dans les registres, on voit ça, au même titre que le théâtre aussi dont elle tient les comptes. Et de se dire qu'à l'intérieur de ça, j'allais pas évidemment ouvrir les portes des chambres et créer de l'intime par le prisme de l'intime et avoir des scoops sur la vie intime de la troupe, mais plutôt de se dire que cette communauté de travail, elle cohabite dans les grandes décisions collectives qui sont les assemblées générales que vive la troupe, en même temps qu'une lessive, en même temps que faire à manger aux enfants, en même temps que se poser la question de qui va faire les courses, en même temps que continuer à préparer le repas avec celle ou celui avec qui je me suis un petit peu entrechoquée lors de discussions animées au sujet de la troupe. Donc je me suis dit, je veux placer le spectateur comme si on avait pu mettre une caméra subjective à travers la serrure de l'appartement des Béjart. Et finalement, c'est des hommes et des femmes d'une quarantaine d'années, comme nous, ou comme les gens d'aujourd'hui, qui se posent la question de comment faire ensemble. Alors ça, c'est possible dans le théâtre, mais c'est possible quand on travaille à l'hôpital public, quand on travaille à l'école publique, quand on tente des aventures collectives, quand on travaille dans le milieu ouvrier. Donc on a fragmenté, on a comme dérushé les œuvres, on a proposé les rushs aux acteurs, et chaque jour, pendant les répétitions, on faisait des montages éphémères
j'abritais ces montages-là avec un scénario original. Et puis, à force, des mouvements se sont dégagés. Un grand mouvement du printemps 63 et un autre mouvement de l'automne 63 qui, lui, tend vers l'impromptu Versailles. Et finalement, plus le spectacle avance, plus on s'affranchit de notre propre écriture de plateau et on tombe pleinement dans les mots de Molière.